La neige tombait sur la forêt nationale de Shoshone comme un rideau. Elle était assez épaisse pour avaler la lumière des phares comme une prière. Et quelque part au-delà du dernier kilomètre déneigé, Vaughn Halbrook gisait enterré vivant. Ses poignets étaient liés et sa bouche scellée par du ruban adhésif. C'était un baron de la pègre de Chicago âgé de 37 ans. Son argent pouvait acheter le silence, mais il ne pouvait pas acheter d'air. Ses poumons brûlaient alors que le froid se resserrait autour de lui à chaque petite respiration. À des kilomètres de là, à la lisière accidentée de Cody, dans le Wyoming, Talia Mercer combattait une autre sorte de tempête. Une mère célibataire de 27 ans. Elle comptait des billets froissés sur une table de cuisine cabossée, dans une caravane pleine de courants d'air. Elle écoutait le sommeil de sa fille de 6 ans, Juniper. Pendant ce temps, les avis de retard de paiement et les vieux bleus rythmaient ses pensées. Elle n'était pas allée dans les bois pour jouer les héroïnes. Elle y était allée parce que son mantin de Naples, Goliath, avait cessé de marcher comme un animal de compagnie. Il avait commencé à tirer sur sa laisse comme pour donner un avertissement. Il la guidait vers un silence blanc où le vent semblait cacher quelque chose. Quand Talia entendit le faible tapotement sous la neige et vit une main percer la croûte de glace, elle aurait dû fuir. Mais une mère qui a survécu aussi longtemps n'a pas toujours le luxe d'avoir peur. Où elle déchira la congère jusqu'à ce que le ruban adhésif, le sang et la vérité apparaissent. Et à la seconde où les yeux de Vaughn s'ouvrirent, ils étaient froids et calculateurs. Même au bord de la mort, il ne demanda pas pitié. Il chuchota un avertissement qui lui noua l'estomac. N'appelez pas la police locale. Et juste comme ça, la femme qui voulait seulement la sécurité de son enfant devint le seul obstacle. Elle se tenait entre un diable enterré et les gens qui tueraient pour le garder sous terre. Si cette histoire vous a accroché, appuyez sur j'aime pour soutenir le récit. Partagez-la avec quelqu'un qui aime les rebondissements sombres et la tension qui monte doucement. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres épisodes captivants chaque jour. Maintenant, entrons dans ce silence blanc et découvrons ce que fait Talia ensuite. Juste après que Vaughn eut chuchoté de ne pas appeler la police locale, Talia sentit son estomac se serrer, comme si elle avait avalé un morceau de glace. Non pas parce qu'elle avait peur de mourir, mais parce qu'elle avait peur de ce qui vivait derrière ces mots. Elle ne s'autorisa pas à rester immobile une seconde de plus. Le vent hurlait à travers les troncs comme du métal raclant du verre. La neige fouettait son visage jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Mais Talia se laissa tomber à genoux. Elle glissa ses deux mains sous les épaules de Vaughn. Elle le tira hors du trou de neige avec toute la force qu'il lui restait. La force d'une mère que la vie avait trop souvent fait plier. Goliath n'eut pas besoin d'ordre. Le chien se pressa contre Vaughn comme un mur de chair chaude. Il soufflait des respirations épaisses et lourdes. Il utilisait son propre poids pour bloquer le vent et retenir la chaleur. Pendant ce temps, Talia arracha la fine bâche de son sac. Cette bâche qui ne devait servir qu'à protéger de la pluie. Elle devenait maintenant la seule chose empêchant le froid de dévorer la peau d'un homme. Un homme qui était sur le point de voir son souffle lui être arraché. Elle l'enveloppa autour de lui. Elle sortit la laisse de Goliath. Elle attacha une extrémité au coin de la bâche et la clipsa à sa ceinture comme si elle attachait une dette. Et à chaque fois qu'elle tirait, ses muscles hurlaient de douleur. La neige était si profonde que ses talons s'enfonçaient, mais elle continuait de tirer, centimètre par centimètre. Elle tirait et elle écoutait, car dans les rares moments où le vent se calmait, elle entendait quelque chose au loin. Peut-être un moteur, peut-être seulement l'imagination de quelqu'un qui avait passé trop de temps à s'habituer à être surveillé. Le poste de garde forestier abandonné apparut comme une masse noire et floue contre le blanc. La vieille porte en bois était voilée. La vitre était couverte de buée. Talia y enfonça son épaule de toutes ses forces. Le bois craqua puis céda. Une odeur de pourriture humide et de froid stocké depuis longtemps s'échappa. Elle traîna Vaughn à l'intérieur. Elle l'installa contre le mur, loin des courants d'air. Elle tira immédiatement Goliath vers le bas pour qu'il se presse contre son flanc comme une couverture vivante. La respiration de Vaughn était rauque, ses lèvres étaient devenues violettes, ses yeux étaient mi-clos. Mais la façon dont il essayait d'empêcher ses dents de claquer fit comprendre à Talia qu'il se battait. Il se battait pour ne pas glisser dans le noir. Et cela la rendait à la fois en colère et effrayée. En colère que quelqu'un avec autant de pouvoir puisse jaisir là comme un inconnu. Effrayée que s'il mourait,
elle porterait cette mort pour le reste de sa vie. Et s'il vivait, elle pourrait avoir à payer pour l'avoir sauvé. Talia fouilla dans son manteau et sortit son téléphone. L'écran affichait une barre de signal, puis disparaissait comme une mauvaise blague. Elle se tint près de l'encadrement de la porte. Elle leva le bras bien haut. Elle se tourna fraction par fraction pour capter du réseau. Ses doigts étaient si froids qu'il était difficile d'appuyer sur les touches. Enfin, elle entendit une fine sonnerie bourdonnante. La voix du répartiteur perça par morceaux. Elle parla vite, forçant sa voix à paraître normale, comme si elle signalait une simple chute. Elle dit qu'il y avait un homme en hypothermie sévère dans les bois qui avait besoin de secours médicaux immédiats. Elle donna l'emplacement de la manière la plus sûre possible. Elle le décrivit près du sentier et d'un grand arbre repère. Elle ne mentionna absolument pas le ruban adhésif. Elle ne mentionna pas les liens. Elle ne mentionna pas cet avertissement qu'il venait de lui donner concernant la police locale. Car Talia comprenait qu'une seule phrase dite à la mauvaise personne pouvait transformer un appel de sauvetage en piège. Quand le répartiteur demanda s'il y avait des signes d'agression, elle les déglutit difficilement. Elle regarda les poignettes de Vaughn, encore marquées par l'empreinte des liens. Elle répondit qu'elle n'était pas sûre, qu'elle l'avait seulement trouvé inconscient et très froid. « S'il vous plaît, envoyez les secours médicaux. » Sa voix resta si calme qu'elle la reconnut à peine, comme si son instinct maternel avait basculé sur un autre mode, un mode où chaque sentiment était repoussé au fond pour faire place à la survie. L'appel coupa au milieu car le signal était faible. Talia se figea un instant, puis retourna vers Vaughn. Elle resserra la bâche. Elle posa sa main sur son cou pour sentir un pouls aussi fin qu'un fil. Goliath leva la tête et la regarda. Ses yeux étaient sombres et lourds, comme s'il savait qu'il venait d'entrer dans une histoire sans retour possible. Et Talia comprit que la seule chose qu'elle pouvait faire maintenant était de garder Vaughn en vie, assez longtemps pour que le véhicule de secours arrive, et garder le secret assez bien verrouillé pour que Juniper ne soit pas suivie par l'ombre des gens qui l'avaient enterré, jusqu'à la caravane pleine de courants d'air où elle et sa mère vivaient. À l'intérieur du poste de garde glacial, Talia comprit que le temps n'était plus quelque chose qui passait. C'était quelque chose qui se vidait du corps de Vaughn, goutte à goutte, comme du sang. Alors, elle se força à faire ce qu'elle détestait le plus, rester calme comme quelqu'un qui n'a pas le droit de paniquer. Elle serra le col de son manteau. Elle bourra du tissu sec supplémentaire autour du cou de Vaughn pour couper le courant d'air. Puis elle se pencha près de son visage. Elle ne l'appela pas par son nom, car elle n'était pas encore censée connaître la vérité. Elle parlait seulement par phrases courtes et claires. « M'entendez-vous? Regardez-moi. Vous êtes à l'intérieur. Ne dormez pas. Vous n'avez qu'à répondre par un mot. » Et chaque fois qu'il répondait par un petit son rauque, elle s'y accrochait comme à la dernière corde restante. Talia n'avait pas de formation médicale, mais elle avait emmené Juniper aux urgences assez souvent pour se souvenir des signes terrifiants. Lèvres violettes, peau froide et moite, mains tremblant de manière incontrôlable, puis devenant soudainement molle. Alors elle posa 2 doigts sur le poignet de Vaughn. Elle sentit d'un pouls faible et lent. Elle regarda sa poitrine se soulever avec une lutte lourde, comme si chaque respiration devait être traînée à travers une couche de glace. Elle dit à Goliath de se presser plus près. Pas comme un chien de garde, mais comme un radiateur vivant. Puis elle balaya rapidement la pièce avec sa petite lampe de poche. Elle cherchait tout ce qui pourrait aider. Une vieille couverture moisie, quelques planches pourries, une bobine de vieille corde accrochée dans le coin. Et sur la table, un registre de la station avec une couverture déchirée. Elle n'osa pas allumer de feu car la fumée pourrait révéler leur position. Et parce que le vent pourrait transformer une seule étincelle en désastre. Alors à la place, elle fit la chose la plus sûre. Elle bourra des vêtements de rechange dans les interstices de la porte. Elle traîna la lourde table en bois pour bloquer une partie du courant d'air. Et elle utilisa sa botte pour effacer ses propres empreintes devant l'entrée, comme si elle effaçait un morceau de son existence. Dehors, la neige martelait encore les murs comme de la grêle. Mais dans les brèves pauses où le vent se calmait, Talia entendit un écho distant et flou d'un moteur, un grondement très bas qui allait et venait, comme quelqu'un qui avançait lentement puis s'arrêtait. Et cela lui glaça le dos plus que la météo ne le pourrait jamais. Car elle ne savait pas si c'était les secours qui arrivaient ou quelqu'un venant nettoyer la scène. Elle se retourna vers Vaughn juste au moment où ses paupières papillonnaient.
Ses yeux s'ouvrirent en une fine fente. Le regard n'était pas brumeux comme celui d'un mourant. Il était froid et assez concentré pour lui couper le souffle, comme s'il pouvait mesurer la distance entre deux battements de son cœur. Vaughn leva la main très lentement. Ses doigts étaient raides de froid, mais cherchaient encore à atteindre quelque chose. Il sortit de l'intérieur de sa chemise une lourde chevalière. Elle était froide comme du métal tout juste sorti de la neige. Il la poussa directement dans la paume de Talia. Il y ajouta un petit morceau de papier plié qu'elle ne se souvenait pas avoir vu auparavant. Il était marqué d'une suite de caractères et de nombres écrits rapidement. Tremblant, mais clair. Et Vaughan chuchota si près que son souffle toucha sa peau. Appelez Pierce. Donnez le bon mot de passe. Ne faites confiance à personne ici. Sa voix tomba sur un nom étrange qu'elle n'avait jamais entendu. Arden. Puis il essaya de retenir son visage dans son regard une seconde de plus, comme s'il voulait la graver dans sa mémoire. Et juste après cela, son corps devint complètement mou. Sa tête bascula sur le côté. Sa respiration s'amenuisa comme un fil sur le point de casser. Talia serra la bague jusqu'à ce que ça fasse mal. Elle sentait le métal froid mordre sa peau. Et à ce moment-là, elle comprit qu'on venait de lui remettre quelque chose qui n'était pas seulement un objet, mais une clé pour une guerre qu'elle n'avait pas choisie et dans laquelle elle avait été entraînée malgré tout. Le bruit du moteur dehors se rapprocha soudainement un peu, puis recula à nouveau. Talia éteignit de la lampe de poche. Elle tira Goliath sur ses pattes pour qu'il monte la garde à la porte. Le chien était comme une statue noire dans l'obscurité, lourd et prêt. Pendant ce temps, Talia pressait son oreille contre le mur. Elle écoutait et calculait dans sa tête un itinéraire de fuite pour Juniper. Si quelqu'un les traquait jusqu'à la caravane, où emmènerait-elle son enfant? Chez qui? Quelle station-service restait ouverte toute la nuit? Quel tronçon de route avait des caméras? Et elle détestait devoir penser ainsi. Mais elle avait vécu assez longtemps pour savoir que parfois, ce qui tue les gens n'est pas un blizzard. C'est un véhicule qui s'arrête au mauvais endroit par une nuit trop blanche. La sirène déchira enfin le vide blanc à l'extérieur. Elle ne sonnait pas comme un miracle. Elle sonnait comme une lame tranchant la tension rigide dans la poitrine de Talia. Et quand elle ouvrit la porte du poste de garde, le vent froid la percuta comme une gifle. Les phares balayèrent la neige. Ils flashèrent sur le corps de Goliath qui se tenait planté devant l'entrée comme une statue gardienne. Puis des silhouettes en tenue de sauvetage se glissèrent à l'intérieur en criant « Y a-t-il quelqu'un » Talia leva les deux mains par instinct, le réflexe de quelqu'un habitué à ce qu'on doute de lui. Elle parla vite. Elle dit qu'il y avait un homme en hypothermie sévère et qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Et quand ils se précipitèrent devant elle, elle s'écarta, mais ne quitta pas Vaughn des yeux. Parce qu'elle avait peur que si elle clignait des yeux, il disparaîtrait comme une histoire que personne ne croirait. Les médecins le mirent sur une civière. Ils l'enveloppèrent dans une couverture thermique. Ils branchèrent des moniteurs. Le bip était régulier au début, puis soudain chaotique. L'un d'eux se pencha près de sa poitrine et l'appela même s'il ne savait pas qui il était. Un autre pressait un ballon d'oxygène. Et Talia restait raide comme si elle avait été gelée sur place. Elle regardait la main de Vaughn pendre inerte à côté du brancard. Elle se souvenait de la chevalière dans sa poche de manteau comme un morceau de charbon froid. Sur le chemin de l'ambulance, un secouriste demanda si elle avait vu des signes d'agression. Talia déglutit difficilement et dit qu'elle n'était pas sûre, qu'elle l'avait seulement trouvé comme ça. Sa voix essayait de paraître normale, mais son cœur battait comme s'il voulait briser ses côtes, parce qu'elle savait qu'il y avait des réponses qui pouvaient sauver une vie. Et il y avait des réponses qui pouvaient tuer une famille entière. L'ambulance démarra. Talia monta à côté tandis qu'on faisait monter Goliath dans un autre véhicule de secours. Le chien tourna la tête pour la regarder à travers la vitre. Ses yeux étaient sombres et lourds, comme un rappel qu'ils n'étaient jamais sortis d'affaire. Ils avaient seulement été traînés dans la lumière. L'hôpital régional de Cody était d'un blanc éclatant et froid, mais d'une manière différente. L'odeur d'antiseptique et le bruit des chaussures courant sur les sols polis. Vaughan fut poussé directement aux urgences. Talia fut retenue dans le couloir. Elle regardait les médecins et les infirmières se presser autour de lui.
Ils retiraient le manteau mouillé, ils plaçaient des packs chauffants, ils injectaient des fluides chauds, ils attachaient des électrodes. Le moniteur cardiaque montait et descendait comme un pouls menaçant. Pendant un moment, l'écran sauta sauvagement. Un médecin lança sèchement que son rythme était instable. Il devait le choquer. Et Talia regarda à travers la petite fenêtre et vit le corps de Vaughn sursauter, puis retomber immobile. Et elle réalisa soudain que ses mains tremblaient. Pas de froid, mais du sentiment qu'elle en avait traîné une bête hors de la neige et qu'elle attendait maintenant de voir si elle reviendrait à la vie. Avant même qu'elle puisse respirer, un homme en uniforme de shérif du comté s'approcha. Il demanda son nom, son adresse, pourquoi une femme était dans les bois au milieu d'une tempête, et pourquoi cet homme était en hypothermie dans des circonstances aussi inhabituelles. Talia répondit brièvement. Chaque phrase était comme avaler une pierre. Elle a dit qu'elle promenait son chien. Le chien a tiré vers les bois. Elle a entendu quelque chose. Elle l'a trouvé. Elle a appelé les secours. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne savait pas ce qui s'était passé avant. Et elle ne dit rien de plus parce que l'avertissement de Vaughn était encore verrouillé dans son oreille comme un boulon. Le shérif la fixa plus longtemps que nécessaire. Ses yeux glissèrent sur les égratignures de ses mains, sur son manteau déchiré, sur l'épuisement total d'une femme pauvre. Puis il demanda encore si elle était sûre. Et Talia hocha seulement la tête. Elle avait l'impression de se tenir au bord d'une falaise où un seul mot de travers l'enverrait dans le vide. Son téléphone vibra juste à ce moment-là. Un texto d'un numéro inconnu. Pas de salutation, seulement un rappel de dette et un détail qui lui glaça le sang. Le message disait qu'elle avait une fille nommée Juniper et de ne pas oublier qui détenait la liste de tout ce qu'elle devait encore. Talia fixa l'écran jusqu'à ce que sa vision se brouille. Elle entendait son cœur battre à ses tempes. Et pour la première fois, elle comprit avec une clarté aiguë que la survie de Vaughn n'était pas seulement une bonne nouvelle d'un sauvetage. C'était un signal pour quiconque était là-dehors qu'un secret avait surgi de la neige. Et ce secret rampait droit vers la caravane pleine de courants d'air où sa fille dormait. Inconsciente que ce soir, tout avait changé de direction. Le texto mentionnant Juniper brillait encore sur l'écran, alors que Talia était assise recroquevillée sur une chaise en plastique froide dans le couloir. Sa main serrait le téléphone si fort que ses jointures étaient blanches. Son esprit flashait vers la caravane et la petite respiration régulière de sa fille. Puis il flashait vers la façon dont les yeux de Vaughn s'étaient ouverts dans le poste de garde, comme une fissure dans le noir. Et ces deux images refusaient de se séparer. Les portes des urgences n'arrêtaient pas de s'ouvrir et de se fermer. Des pas lourdes, des voix criant des termes médicaux comme une langue parlée par des gens autorisés à contrôler la vie. Pendant ce temps, Talia ne pouvait qu'attendre. Attendre que le rythme cardiaque sur le moniteur ne chute pas. Attendre que le shérif arrête de la fixer comme une question sans réponse. Attendre que ce message ne se transforme pas en une main s'avançant vers son enfant. Juste à ce moment-là, l'air autour d'elle changea comme si le couloir avait été tendu par un fil invisible. Deux hommes entrèrent sans demander leur chemin, sans hésitation. L'un portait un manteau sombre bien coupé et une maillette fine, comme si elle ne contenait que des papiers tranchants comme des couteaux. L'autre était grand et large d'épaules. Il se déplaçait silencieusement mais avec poids. Ses yeux balayaient le couloir comme s'il mesurait les angles de caméra et les sorties. Le premier homme s'arrêta devant Talia et se présenta comme Pierce Langford. Sa voix était si calme qu'elle faisait baisser le volume des gens automatiquement. Il dit qu'il était l'avocat représentant Vaughn Halbrook. Le second hocha seulement la tête. Il ne donna pas encore de nom, mais se tenait légèrement de biais comme un bouclier. Et Talia comprit que ce n'était pas de la politesse. C'était un instinct de protection. Pierce ne demanda pas si Talia allait bien. Il demanda si quelqu'un était avec elle, où était son enfant, et ce qu'elle avait dit à la police. Chaque question sonnait comme de l'inquiétude, mais mesurait en réalité le risque. Talia resta sur ses gardes. Sa main touchait la poche où la chevalière pesait lourd comme une malédiction. Elle répondit brièvement que son enfant était à la maison sans personne pour la surveiller, et qu'elle avait seulement dit ce qu'elle devait dire. Pierce la regarda droit dans les yeux. Son ton était toujours doux, mais ses mots durs comme du métal. Et il dit que dorénavant, si elle et l'enfant voulaient être en sécurité, elle devait les laisser gérer ça, parce que les gens qui avaient fait ça ne s'arrêteraient pas juste parce que la neige fondait. Et dans un petit endroit comme Cody,
Les rumeurs couraient plus vite que les ambulances. Le second homme parla enfin. Sa voix était basse et sèche. Son nom était Ian Kells. Et sa première phrase ne fut pas une introduction, mais une confirmation que quelqu'un avait posé des questions sur sa caravane à la lisière de la ville. Et Talia eut l'impression d'avoir été poignardée dans la poitrine. Chaque peur devenait réelle. Ce n'était plus une théorie. Elle bondit, prête à s'enfuir de l'hôpital et à courir chez elle. Mais Ian se décala d'un demi-pas. Il ne la bloquait pas complètement, juste assez pour lui faire comprendre qu'elle ne pouvait pas disparaître seule maintenant, sans traîner le danger derrière elle. Pierce offrit quelque chose qu'il appela protection. Mais la façon dont il le dit faisait sonner cela comme une décision déjà posée sur la table. Leurs hommes iraient voir Juniper immédiatement. Ils vérifieraient la situation. Et si nécessaire, ils déplaceraient la mère et l'enfant vers un endroit temporaire pendant qu'ils géraient la police et les questions juridiques restantes. Talia détestait le sentiment d'être contrôlée, mais elle détestait encore plus l'idée de sa fille seule par une nuit de neige. Alors elle serra la mâchoire et demanda ce qu'il voulait d'elle. Pierce dit qu'il la voulait vivante et silencieuse aux bons endroits. Pas pour le secret de Vaughn, mais pour sa vie et celle de son enfant. Et cette phrase était à la fois une assurance et un nœud coulant. Juste au moment où Talia allait protester, la porte des urgences s'ouvrit. Un médecin annonça que le patient était stable pour le moment. Talia fut autorisée à le voir quelques minutes. Vaughn était allongé sur le lit. Sa peau était encore pâle, ses lèvres encore violettes. Mais ses yeux étaient ouverts, vifs et éveillés. Comme si le froid avait pris sa chaleur, mais n'avait pas pu prendre sa volonté. Il vit Pierce et Ian en premier. Puis son regard se posa sur Talia un instant de plus. Et à ce moment-là, Talia eut l'impression d'être transpercée du regard au-delà de toute couche de défense. Vaughn ne dit pas merci. Il lui demanda directement ce qu'elle voulait. Sa voix était faible mais claire, comme si c'était une transaction qu'il devait évaluer pour pouvoir la contrôler. Talia déglutit difficilement. Elle força sa voix à ne pas trembler et dit qu'elle ne voulait pas d'argent. Elle ne voulait pas être impliquée dans son monde. Elle voulait seulement son enfant en sécurité et elle voulait une vie tranquille et légale, pas être entraînée dans des choses qui ne lui appartenaient pas. Cette réponse fit taire Vaughn un instant. Pas par émotion, mais par évaluation. Comme un homme habitué à entendre des mensonges qui venaient de rencontrer quelque chose de nu et de vrai. Ses yeux s'assombrirent d'une fraction, comme s'il avait entrevu une sortie qu'il ne méritait pas. Puis Vaughn bougea, la douleur crispant les muscles de son visage. Mais il délivra quand même l'avertissement comme une sentence. Quiconque l'avait enterré ne laisserait aucun témoin respirer longtemps. Et si Talia pensait qu'elle pouvait rentrer chez elle et agir comme si elle n'avait jamais entendu frapper sous la neige, alors elle plaçait son enfant sous la lame de gens qui ne craignaient pas la loi. Ils ne craignaient pas la tempête. Ils craignaient seulement que la vérité survive. Quand Talia quitta la chambre d'hôpital, l'avertissement de Vargas s'accrochait encore à sa nuque comme un souffle froid, et la chevalière dans sa poche semblait plus lourde, comme si elle l'attirait vers une couche plus profonde de cette histoire, et la seule chose à laquelle elle pouvait penser était Juniper. La caravane pleine de courants d'air où son enfant dormait seul depuis bien trop longtemps. Pierce ne discuta pas. Il dit seulement qu'il la ramenait chez elle tout de suite. Ce n'était pas pour la rassurer, mais pour vérifier si quelqu'un l'avait suivi depuis l'hôpital. Ian passa devant. Ses pas étaient sans hâte mais précis, comme un homme habitué à lire des cartes de risque dans des couloirs blancs et brillants. Et Talia suivit, le cœur battant si fort qu'elle pensait que tout le monde pouvait l'entendre. Dehors, la neige tombait encore. Le parking de l'hôpital était glissant d'eau glacée. Les lumières à haute pression étiraient chaque ombre, longue et déformée. Et Pierce lui dit de s'asseoir sur le siège arrière, de verrouiller les portes, de ne pas ouvrir la fenêtre. Des instructions qui sonnaient comme un rituel. Et c'était leur calme qui effrayait Talia plus que la panique ne l'aurait jamais fait. La voiture roula vers la périphérie de la ville. Plus il s'approchait de la caravane, plus sa gorge devenait sèche. Son esprit imaginait Juniper se réveillant, ne trouvant pas sa mère, appelant et appelant sans réponse. Puis un coup étrange à la porte. Rien que de l'imaginer suffisait à la rendre malade. Quand ils tournèrent sur le chemin de terre menant à la ligne de caravane, Goliath était déjà là. Le chien était planté près des marches comme un bloc noir. Oreilles dressées, dos tendu, yeux fixés sur l'obscurité au-delà des arbres. Et Juniper était sur le canapé.
Elle regardait par la fenêtre, le visage livide. Elle serrait sa peluche comme une bouée de sauvetage. Talia se précipita à l'intérieur. Elle tomba à genoux et entoura son enfant de ses bras. Et Juniper éclata en sanglots étouffés. Elle dit qu'il y avait eu une voiture étrange garée tout près avec ses phares éteints. Il y avait eu des bruits de pas contre le mur, et quelqu'un avait frappé très doucement, comme pour tester une réaction. Et Goliath avait grogné si fort que ça l'avait effrayé. Mais ce grognement était aussi ce qui avait fait reculer celui qui était dehors. Talia lissa les cheveux de Juniper, essayant de dire qu'elle était rentrée maintenant. Mais ses mots sortaient minces et tremblants, car au même moment, elle vit des traces de pneus fraîches imprimées dans la neige près de la route. Elle vit une empreinte de chaussures inconnues arrêtée juste sous la fenêtre de la cuisine. Et elle vit un petit point brillant comme le bout d'une cigarette qu'on vient d'éteindre près de la poubelle. De petits signes que la plupart des gens manqueraient, mais des signes que Talia ne pouvait pas manquer. Pas après avoir vécu dans la peur aussi longtemps qu'elle. Ian n'entra pas tout de suite. Il fit le tour par l'arrière. Il resta dans la neige à écouter. Puis il leva la main pour faire signe à quelqu'un plus loin. Comme s'il y avait une équipe travaillant en silence dont Talia ignorait l'existence. Il n'y eut pas de coupe de feu, pas de cris, seulement un calme tendu comme un fil de fer, puis un petit bruit avalé par la neige. Et quelques minutes plus tard, Ian revint. Son visage était toujours calme, mais ses yeux plus sombres. Il dit que quelqu'un surveillait. Pas un vagabond perdu. Et ils étaient une partie où avaient été forcés de partir, d'une manière qui leur faisait comprendre que ce soir, ils n'étaient pas les seuls chasseurs. Talia regarda Ian et comprit qu'il choisissait ses mots avec soin. Comme si dans leur monde, les choses les plus sûres étaient celles qui n'étaient pas dites. Pierce se tenait dans l'encadrement de la porte. Il n'entrait pas plus loin. Sa voix était toujours polie mais froide. Et il dit clairement qu'à partir du moment où quelqu'un s'était posté pour surveiller sa caravane, ce n'était plus une peur dans sa tête. C'était une menace avec intention. Et si elle restait, elle mettait Juniper dans un jeu dont son enfant n'avait pas les règles pour se protéger. Talia réagit comme si elle avait été insultée. C'était sa maison. Elle ne voulait pas être déplacée comme une marchandise. Mais Pierce ne discuta pas. Il exposa deux options américaines avec une clarté brutale. Soit elle acceptait d'être relocalisée dans une planque contrôlée pour une période temporaire afin qu'il puisse semer toute filature, verrouiller l'information, gérer le risque juridique et construire une histoire légitime pour la police si d'autres questions venaient. Soit elle restait et acceptait qu'elle pourrait être enlevée ou pire, piégée pour la faire taire. Et alors, elle ne perdrait pas seulement sa liberté. Juniper pourrait être poussée dans un système que Talia ne pourrait pas contrôler. Talia serra sa fille plus fort. L'humiliation montait parce qu'elle devait laisser quelqu'un d'autre décider de sa vie. Mais quand elle regarda dans les yeux rouges et humides de Juniper, puis Goliath, toujours montant la garde comme un mur, elle comprit que la fierté ne pouvait pas bloquer le vent pour son enfant par une nuit de tempête. Et d'une voix rauque, elle demanda combien de temps. Pierce dit seulement jusqu'à ce qu'il soit assez sûr pour qu'elle ait un vrai choix. Et Ian dit platement qu'il partait maintenant avant que l'observateur ne revienne une seconde fois. Et à ce moment-là, Talia sut qu'elle avait franchi une ligne invisible. Où garder son enfant en sécurité avait commencé à signifier accepter la protection d'un homme dont on lui avait appris toute sa vie à rester loin. Talia n'avait pas le temps de négocier avec sa propre douleur. Elle n'avait que le temps d'entasser sa vie dans quelques sacs et de disparaître avant que l'observateur ne revienne. Alors elle tira la vieille valise de sous le lit. Elle y fourra les vêtements de Juniper sans les plier. Elle y fourra des médicaments, des documents, des carnets de vaccination, des cartes d'assurance, même la peluche que Juniper avait serrée jusqu'à ce que le tissu s'use. Puis elle s'arrêta net devant le tiroir où elle cachait encore les factures en retard et les lettres de menace comme les preuves d'une vie pressée jusqu'à l'étouffement. Elle voulait tout emporter parce qu'elle avait peur de perdre le contrôle. Mais Pierce avait été clair. Plus elle emportait, plus elle laissait de traces. Et Talia comprit que ce soir, la chose la plus chère au monde était de ne laisser aucune piste. Ian se tenait sur le porche, observant la route sombre. Goliath était en laisse, mais tirait encore par petits coups secs comme s'il voulait se lancer et déchiqueter toute ombre inconnue. Et Juniper était assise immobile sur la chaise, les yeux rouges.
Ses petites mains agrippaient le cordon du col du manteau de sa mère, comme si elle croyait que si elle lâchait prise, sa mère disparaîtrait. Talia s'agenouilla à la hauteur de son enfant et dit qu'elles allaient quelque part de plus chaud, seulement pour un petit moment. Mais elle n'osa pas parler trop longtemps car elle avait peur que sa voix ne se brise. Et ce qui lui faisait le plus mal n'était pas de quitter la caravane. C'était de quitter le sentiment que même dans la pauvreté, c'était toujours sa maison. Elle est partir dans une voiture sans marquage spécial. Pas de musique, pas de conversation, seulement les essuie-glaces raclant la vitre et la respiration lourde de Goliath à l'arrière. La route hors de Cody était blanchie. Les panneaux couverts de neige défilaient comme des noms qu'on efface. Et Talia tenait Juniper tout contre elle. Elle sentait le cœur de son enfant battre la chamade, puis se calmer lentement alors que la voiture les tirait hors de ce qui était familier. Quand ils atteignirent la région de Jackson Hole, le paysage changea d'une manière qui donnait l'impression d'entrer dans une carte postale de luxe. Des montagnes sombres comme des taches d'encre, de grandes maisons en rondins nichés derrière les pins, une lumière jaune chaude se déversant par d'épaisses fenêtres. Mais la voiture tourna sur un chemin privé, à travers un portail en fer qui s'ouvrit en silence comme s'il les attendait. Et Talia vit clairement que ce n'était pas un endroit que les gens ordinaires louaient pour l'hiver. Le refuge était une grande maison en rondin avec de hauts plafonds. Il y avait du bois sombre et de la pierre froide à l'intérieur. L'odeur du cuir se mêlait à un léger parfum de désinfectant. L'éclairage était réglé pour éviter les ombres profondes sans jamais paraître chaleureux. Comme un endroit conçu pour l'observation, pas pour y vivre. Il y avait des caméras dans les coins. Talia les reconnut immédiatement. Des serrures à code, de petits capteurs sur les cadres de fenêtres. Et au moment où elle entra, Pierce lui remit une courte liste de règles. Les heures pour entrer et sortir. Les zones où elle ne pouvait pas aller. Ne pas ouvrir la porte à qui que ce soit. Ne pas utiliser son vrai nom pour commander des services. Ne rien poster en ligne. Ne pas répondre aux numéros inconnus. Tout cela sonnait comme une liste de contrôles pour survivre à une chasse à l'homme. Talia écouta, hocha la tête. Mais en elle, une colère amère monta et se logea dans sa gorge, parce qu'elle se tenait dans une maison luxueuse et se sentait toujours pauvre. Si pauvre que même la sécurité devait être empruntée à quelqu'un d'autre. Juniper réagit différemment. La petite fille regarda autour d'elle. Elle toucha le plaid doux sur le canapé. Elle regarda la cheminée déjà allumée. Puis elle regarda Goliath autorisé à s'allonger juste à côté d'elle. Et juste le fait que personne n'osait élever la voix dans cette maison lui permet de respirer un peu plus facilement. Comme si le calme ici n'était pas le calme de la solitude, mais le calme de la peur gardée sous contrôle. Talia l'emmena à l'étage. La chambre était large et impeccable. Le lit plus grand que nécessaire. D'épaisses fenêtres donnaient sur la forêt de pins. Et quand elle tira les rideaux, elle vit de petites lumières de sécurité dispersées dehors comme des yeux sans sommeil. Elle voulut demander à Pierce où était Vaughn, mais Pierce dit seulement que Vaughn était encore à l'hôpital et qu'on ne le verrait pas beaucoup. Parce que moins il y avait de gens qui le voyaient vivant, moins l'ennemi avait de raison d'ajuster ses plans. Et cette phrase fit frissonner Talia, car elle confirmait que cette maison, ses règles, la façon dont elle avait été déplacée était toute la conséquence d'une seule vérité. Vaughn Halbrook n'était pas mort. La première nuit, Talia ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre à regarder la neige tomber. Elle écoutait la maison craquer. Elle écoutait les pas de la sécurité faisant les 100 pas en bas. Et elle se sentait comme à l'intérieur d'une cage dorée. Tout était propre, tout était sûr, mais rien ne lui appartenait. Parfois, le téléphone de Pierce vibrait, et il parlait par phrases sèches. Et une seule fois, Talia entendit le nom de Vaughan utilisé comme un ordre. Et même sans le voir, elle sentait sa présence draper chaque décision, comme une main invisible posée sur son poignet. Pas pour serrer, mais assez pour lui rappeler que dorénavant, chaque respiration qu'elle et son enfant prenaient se produisait sous l'influence d'un homme que Chicago avait appris à craindre en silence. Juniper dormait profondément à côté de Goliath, son visage moins tendu. Pendant ce temps, Talia fixait l'obscurité de cette maison de luxe. Elle comprenait que la paix qu'elle avait n'était qu'une pause avant que la vraie tension ne commence. Une tension qui n'était pas bruyante mais persistante, s'étirant entre une femme qui voulait seulement la liberté et un homme habitué à tout contrôler, sauf ce à quoi il venait de commencer à tenir.
Le lendemain matin, la neige recouvrait encore la forêt de pins comme une couche de coton étouffant le monde. Mais à l'intérieur du refuge, tout bougeait selon un ordre froid et discipliné. Les gardes changeaient de tour à l'heure pile. Les serrures cliquetaient doucement. Les caméras clignotaient d'un petit point rouge comme un œil sans sommeil. Et Talia comprit qu'ici, même le silence appartenait à quelqu'un. Juniper se réveilla avec les yeux encore gonflés d'avoir pleuré. Mais elle tremblait moins car Goliath était recroquevillé au pied du lit comme une promesse silencieuse que personne ne franchirait. Pendant ce temps, Talia faisait chauffer du lait avec des mains qui n'avaient pas encore complètement dégelé. Elle se rappelait de garder des choses normales pour son enfant, alors que tout en elle se brisait en petits morceaux. Pierce apparut dans la cuisine comme s'il n'avait jamais dormi. Il posa un téléphone jetable sur la table et un morceau de papier avec des contacts d'urgence. Il lui dit que si quelque chose arrivait, elle devait appeler ce numéro d'abord, et seulement ensuite appeler le 911. Son ton n'était pas menaçant, mais l'ordre qu'il choisit en disait long sur le monde dans lequel il vivait. Talia lui demanda directement quand elle pourrait rentrer chez elle, et Pierce ne répondit pas tout de suite. Il dit seulement que Vaughn voulait la voir, et cela fit chuter l'air dans la cuisine d'un autre degré, comme si ce nom pouvait faire tourner le vent. La réunion eut lieu dans le bureau du rez-de-chaussée. La lumière y était tamisée. Il y avait du bois sombre et de la pierre plus sombre encore. Tout semblait construit pour garder des secrets. Vaughn était assis dans un fauteuil, encore pâle, un bras enveloppé de bandages. Ses mouvements n'étaient pas rapides, mais réguliers, comme un homme qui avait appris à porter la douleur sans changer sa respiration. Talia se tenait face à lui, gardant la distance instinctive d'une femme qui a connu la violence. Son regard ne flanchait pas, mais ses mains étaient serrées si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Vaughn l'observa un long moment, comme s'il lisait des fissures dans un mur. Puis il dit platement qu'elle avait besoin de connaître la vérité à un niveau assez profond pour ne pas se tuer avec une décision naïve. Et il ne parla pas longtemps, seulement par petits morceaux tranchants. Il n'était pas venu dans le Wyoming pour le tourisme ou parce qu'il aimait la neige. Il était venu parce qu'une route d'expédition à travers les montagnes était devenue un point chaud. Un endroit où toute erreur pouvait attirer la lumière fédérale directement sur tout son système. Et quand cette lumière s'allumait, ce n'étaient pas seulement les ennemis qui mouraient. Tous ceux qui se tenaient près se faisaient écraser aussi. Calder Rusk était celui qui essayait de prendre cette route. Pas pour gagner un peu plus d'argent, mais pour envoyer le message qu'il pouvait briser tout ce sur quoi Vaughn posait les mains. Et la chose la plus dangereuse était que Calder aimait tout transformer en rituel. Il ne voulait pas juste gagner. Il voulait que les autres voient comment il gagnait. Vaughn dit qu'il avait choisi d'aller seul dans le Wyoming pour régler ça, pour réduire la violence, pour verrouiller les points chauds avant qu'ils ne se transforment en explosion. Parce que dans son monde, rester en vie signifiait parfois savoir quand reculer pour garder tout l'échiquier. Talia écoutait, pas parce qu'elle se souciait de leur guerre, mais parce que chaque phrase l'éloignait de l'idée que c'était un accident de montagne et la rapprochait d'une vérité qui lui glaçait la peau. Vaughn avait été enterré vivant, non pas parce que quelqu'un avait perdu le contrôle, mais parce que cela avait été planifié. Il dit qu'il y avait un initié, quelqu'un qui avait vendu l'emploi du temps, vendu le lieu de rendez-vous, vendu même l'écart entre le dernier kilomètre déneigé et la couche de terre assez épaisse pour tuer un homme en silence. Et le fait qu'il soit encore en vie avait transformé cet initié en quelqu'un qui devait maintenant du sang. Talia demanda pourquoi il n'avait pas appelé la police locale, et Vaughn ne sourit pas. Il dit seulement que dans les petites villes, l'information passait par des mains qui se connaissaient déjà. Et quiconque le voulait mort paierait n'importe qui capable de faire aller un appel au 911 dans la mauvaise direction. Puis il la regarda droit dans les yeux et dit ce qui fit suffoquer Talia, que sa mort avait été calculée comme un mouvement stratégique. S'il disparaissait dans le blizzard, le système à Chicago tremblerait de lui-même. Calder entrerait en scène. L'initié ouvrirait les portes de l'intérieur, et personne n'aurait besoin de tirer un autre coup de feu. Il n'aurait qu'à laisser la peur faire le reste. Talia comprit en un battement douloureux qu'elle avait ruiné un plan parfait avec rien d'autre que ses mains nues creusant la neige. Et à cause de cela, son existence n'était plus l'histoire d'une bonne personne sauvant une victime. C'était une erreur qui devait être effacée pour que le plan puisse être réécrit. Wagner ralentit à la fin, comme s'il n'aimait pas dire ça, mais devait le faire. Quiconque l'avait enterré éliminerait chaque témoin. Et à leurs yeux,
Talia n'était pas une pauvre mère célibataire de Cody. Talia était la femme qui avait vu le ruban adhésif, entendu l'avertissement, tenu la chevalière et tiré un baron de la pègre hors d'une tombe de neige. Talia sentit le sang se vider de son visage. Elle pensa à Juniper à l'étage. Elle pensa à Goliath gardant la porte. Et pour la première fois, elle regarda Vogue non seulement comme un homme dangereux, mais comme une immense ombre qui était tombée sur sa vie et celle de son enfant. Pas parce qu'il le voulait, mais parce que les gens qui le voulaient mort l'avaient entraîné là-dedans avec lui. Et la seule question qui restait dans l'esprit de Talia était comment elle était censée survivre maintenant qu'elle était devenue un risque, à l'intérieur d'une guerre dans laquelle elle n'avait jamais demandé à entrer. Talia quitta le bureau avec l'impression d'avoir avalé une bouffée de fumée. Sa gorge était à vif et sèche. Pourtant, son esprit était étrangement clair. Parce que quand on a vu la mort d'assez près, ce qui reste n'est pas la panique. C'est un besoin brut de fixer des règles pour soi-même. Elle monta à l'étage et vit Juniper dessiner près de la fenêtre. Goliath était étendu en travers du seuil comme une ombre lourde. Et la petite fille leva les yeux et demanda quand elle pourrait rentrer à la maison. Talia dit bientôt. Mais intérieurement, elle savait que dorénavant le mot bientôt n'était pas une promesse. C'était une condition qui devait être signée. Elle redescendit et trouva Pierce, où elle n'attendit pas qu'il parle. Charlie Hawk dit directement qu'elle n'était pas l'employée de Vaughn. Elle ne voulait pas être entretenue, elle ne voulait pas être récompensée, et elle ne voulait pas devenir un secret enfermé parce que c'était pratique pour eux. Elle voulait seulement une chose qui pourrait se tenir entre elle, son enfant et la disparition. De la paperasse. Pierce la regarda comme on regarde quelqu'un qui parle soudainement la langue dans laquelle on vit. Il demanda ce qu'elle voulait spécifiquement. Et Talia l'avait prête dans sa tête parce qu'elle n'avait pas dormi la nuit dernière. Elle était restée assise dans le noir à se souvenir des fois où les créanciers l'avaient harcelée, la fois où elle avait été menacée de procès, les fois où une phrase imprudente de quelqu'un d'autre avait suffi à briser sa vie. Et elle comprenait que si elle ne verrouillait pas ses limites maintenant, elle serait traînée pour toujours. Elle demanda à Pierce de rédiger un accord de protection au niveau civil, déclarant clairement qu'elle était seulement celle qu'il avait trouvée et appelé les secours, qu'elle n'était impliquée dans aucune des activités de Vaughn, n'acceptait aucune mission, n'acceptait aucun avantage illicite, et que tout soutien fourni à elle et Juniper serait documenté comme des frais de protection de sécurité temporaire payés par un tiers, avec reçu et explication. Ainsi, si le shérif du comté ou n'importe quelle agence demandait demain, elle ne serait pas transformée en complice juste parce qu'elle s'était assise dans une maison chère. Elle demanda un registre formel des événements. Une déclaration écrite préparée par Pierce avec l'heure, le lieu, l'appel au 911, la liste du personnel de secours, le nom de l'hôpital. Tout ce qui pouvait prouver qu'elle avait agi comme une citoyenne et une mère, pas comme quelqu'un aidant à dissimuler des choses. Et surtout, elle exigea que Pierce construise un bouclier juridique autour de sa garde de Juniper, préparant des réponses à l'avance s'il y avait un signalement anonyme. Si quelqu'un appelait les services sociaux avec une histoire sale disant que Talia avait mis son enfant en danger, si quelqu'un mettait en scène une situation pour la peindre comme une mère inapte. Talia dit clairement qu'elle avait été pauvre. Elle avait été humiliée. Mais elle ne laisserait pas le système lui enlever son enfant à cause de la guerre d'un homme. Et si Vaughn la voulait silencieuse, alors en retour, elle avait besoin du droit de partir quand elle le choisirait. Une sortie qui détenait du pouvoir sur papier. Pas une promesse faite dans une pièce sombre. Pierce n'interrompit pas. Il prit seulement des notes comme un homme qui voyait un dossier devenir gérable s'il avait assez de discipline. Pendant ce temps, Vaughan se tenait à l'encadrement de la porte. Il n'entrait pas, mais ne partait pas non plus. Son regard était fixé sur Talia comme une corde tendue. Quand Talia dit sa dernière phrase qu'elle ne demandait pas d'argent, qu'elle demandait de la structure, le front de Vaughan se plissa. Pas de colère, mais avec le sentiment d'être tiré dans un marché qu'il n'aimait pas, parce qu'il était habitué à donner des ordres, habitué à donner aux gens ce qu'ils pensaient vouloir en échange du silence. Et Talia refusait tout ce qui était facile et demandait la chose la plus difficile. Un droit légal de partir. Pendant un moment, Vaughan eut l'air de vouloir dire qu'elle en demandait trop, que dans ce monde, la paperasse n'était que de la peinture. Mais il s'arrêta parce qu'il l'avait vu creuser la neige à main nue. Il l'avait vu enterrer la vérité dans un appel de secours pour rester en vie.
Et il l'avait vue se tenir droite devant le shérif, même alors que ses yeux portaient encore les marques de vieux bleu. Il dit brièvement que Pierce le ferait. Puis il garda Talia dans son regard un instant de plus. Comme si pour la première fois il avait rencontré une femme qui n'utilisait pas les larmes pour mendier protection, mais utilisait la loi pour exiger la liberté. Et c'était ce qui le rendait à la fois irrité et respectueux. Un sentiment si rare qu'il fit tomber la pièce dans un silence plus grand que la neige dehors. Des jours qui suivirent dérivèrent dans une fausse sorte de paix. Trop propre pour faire confiance et trop calme pour y respirer. Pierce travaillait comme une machine. Les papiers s'imprimaient, étaient signés, tamponnés et classés dans d'épais dossiers. Pendant ce temps, Talia essayait de garder Juniper sur un rythme normal. Petit déjeuner, devoirs, dessins, se déplaçant seulement dans les limites permises, comme si elle vivait dans une maison louée avec de la peur. Vaughan apparaissait rarement, mais chaque fois qu'il le faisait, l'air dans l'endroit semblait s'ajuster. Les gardes se resserraient, les voix baissaient, et Talia détestait que son propre corps réagisse aussi. Elle détestait le sentiment d'être influencée par un homme à qui elle n'avait pas donné la permission d'entrer dans sa vie. Cette nuit-là, la neige tombait plus fine. Le vent s'était calmé, et ce calme même rendait Talia mal à l'aise, comme une eau qui s'immobilise avant qu'une pierre ne tombe. Goliath bondit soudainement. Ses griffes raclèrent légèrement le parquet. Oreilles rigides, un grondement sourd vibrait dans sa poitrine comme un avertissement. Et Juniper, coloriant sur le tapis, leva de grands yeux alors que Talia la tirait dans ses bras. Elle fixait la porte vitrée où l'obscurité était épaisse comme de l'encre. Un petit bruit vint de l'autre côté de la clôture. Puis un faisceau de lampes de poche balaya rapidement et disparut aussitôt, comme quelqu'un testant la peau pour voir ce qu'elle ferait. Personne ne frappa. Personne ne cria. Seulement les signaux subtils d'un professionnel. Et Talia comprit que ce n'était pas un voleur perdu. C'était quelqu'un vérifiant si Vaughan était encore en vie et si Talia était encore là. L'alarme ne hurla pas, mais une série de lumières de sécurité s'allumèrent en séquence. Des pointes brillants le long de la ligne de pain formant une frontière. Et des gardes apparurent en des coins comme s'ils avaient été appelés avant même que Talia ait le temps de respirer. Ian glissa à travers le salon et fit signe à Talia d'emmener Juniper à l'étage dans la pièce la plus reculée. Verrouiller la porte, mettre de la musique douce pour masquer le son, et faire croire à la petite fille que ce n'était qu'un jeu de cache-cache. Talia souleva Juniper et courut. Son cœur battait comme un marteau. Goliath suivait comme une lourde masse de muscles, et quand elle atteignit la chambre, elle ferma la porte. Elle se laissa tomber au sol. Elle serra son enfant fort. Elle mit sa bouche près de l'oreille de Juniper et chuchota qu'elle devait seulement rester immobile. Maman était là. Goliath était là. Personne ne pouvait lui faire peur, même si Talia ne croyait pas totalement ses propres mots. En bas, tout se déroula comme du froid coulant à travers la maison. Pas bruyant, mais tranchant. Talia ne le vit pas directement, mais elle entendit une porte s'ouvrir presque silencieusement. De courtes rafales de course, des respirations retenues, puis un impact étouffé coupé immédiatement comme si quelqu'un avait été tiré dans l'obscurité. Il y eut un gémissement très bas, puis plus rien. Et ce rien n'était plus terrifiant que des coupes de feu, parce qu'il disait qu'il savait comment finir les choses sans laisser de traces. Goliath resta près de Talia, son dos hérissé, les yeux fixés vers l'escalier. Mais il ne chargea pas en bas, comme s'il comprenait. Son travail maintenant était de protéger l'enfant, pas de chasser. Quelques minutes plus tard, on frappa légèrement à la porte. La voix basse de Ian dit que c'était fini. Plus de danger maintenant. Et quand Talia ouvrit, elle vit qu'il était si calme que cela pouvait rendre fou. Une petite égratignure sur sa main. Son manteau même pas froissé. Comme si la violence qui venait de se produire n'était qu'un mouvement nécessaire. Talia descendit et trouva Pierce dans la cuisine avec un téléphone. Visage inchangé, parlant par phrases sèches à quelqu'un. Pendant ce temps, Vaughan se tenait près de la porte arrière. Encore faible, mais avec des yeux froids comme l'acier. Il regardait dehors comme s'il lisait une carte. Il n'y avait pas de sang sur le sol, pas de sirène. Tout était si propre que cela ne semblait pas réel. Et cette propreté même fit comprendre à Talia que Vaughan ripostait de la manière en laquelle il avait confiance. Une violence contrôlée, rapide et froide. Pas de prolongation, pas de spectacle,
Pas laisser Juniper voir quoi que ce soit au-delà d'une porte verrouillée. Pierce termina l'appel et dit que ce n'était qu'une des équipes d'éclaireurs de Calder. Ils étaient venus confirmer que Vaughan était vivant et localiser celle qui l'avait sorti de la neige. Et le fait qu'ils aient osé venir ici signifiait qu'ils traçaient la voie pour quelque chose de plus grand. Talia regarda Vaughan et ressentit à la fois du dégoût et un aveu impitoyable qu'elle ne pouvait éviter. Ce n'était pas un homme bon, mais il avait des règles. Il avait empêché cette maison de devenir un champ de bataille devant une enfant. Et il l'avait fait non pour le spectacle, mais parce qu'il avait vraiment fixé une ligne que personne n'avait le droit de franchir. Pourtant, quand l'adrénaline retomba, Talia sentit qu'elle ne pouvait plus respirer dans cette cage dorée. Elle dit qu'elle voulait partir immédiatement. Elle ne pouvait pas laisser Juniper vivre quelque part où l'obscurité pouvait toucher la porte à tout moment. Vaughan se tourna vers elle. Sa voix n'était pas forte mais lourde, et il dit qu'elle pouvait partir. Il ne gardait pas les gens enchaînés, mais elle partirait par une route propre avec la paperasse que Pierce construisait, avec un plan pour couper toute filature et une histoire légitime. Parce que si elle courait aveuglément dans une nuit de neige avec une enfant et un chien, Calder la trouverait avant que l'aube ait le temps de changer de couleur. Et la prochaine fois, il n'y aurait pas de poste de garde forestier pour qu'elle déterre une autre personne d'une tombe. Après la nuit de l'épreuve du feu, le refuge ne devint pas plus bruyant. Il devint seulement plus alerte, comme quelqu'un qui vient de se réveiller en sursaut et apprend à respirer lentement pour ne pas devenir fou. Et Talia était pareille. Elle ne pleurait plus devant Juniper. Elle réorganisait seulement tout tranquillement dans un nouvel ordre où la survie vivait dans de petites habitudes. Le matin arriva avec l'odeur du café et le doux silence de la neige derrière la fenêtre. Juniper était perchée sur une chaise haute, les jambes se balançant. Elle tenait une cuillère au-dessus de ses céréales, comme si elle s'accrochait à la dernière chose normale qui restait. Pendant ce temps, Talia se tenait dans la cuisine avec un couteau à pain à la main et les yeux sur la porte, vérifiant la serrure par réflexe. Vaughan entra dans cet espace non pas comme un patron entrant sur son territoire, mais comme une ombre qui savait se retenir. Portant un t-shirt sombre, son bras encore bandé, marchant lentement à cause de la blessure. Son regard toujours froid, mais moins tranchant, et la chose étrange était qu'il ne s'assit pas tout de suite. Il resta au bord de la pièce, gardant ses distances, comme si un pas de plus pouvait faire basculer la chose la plus fragile ici. Juniper le regarda sans pleurer, observant seulement. Et Vaughan regarda l'enfant en retour comme si elle était quelque chose qu'il n'avait aucun droit de toucher. Talia se sentit tirée entre deux pôles. Une partie d'elle le détestait parce qu'il était de la source du danger. Une autre partie ne pouvait nier la façon dont il avait empêché sa fille d'être témoin du sang la nuit dernière. La façon dont il donnait des ordres sans avoir à rugir. La façon dont il se tenait là, silencieux, comme un homme réapprenant le sens des limites. Le petit déjeuner passa avec le bruit d'une cuillère tapant un bol dans le bourdonnement régulier du chauffage. Et dans ce silence, Vaughan posa une question qui semblait décontractée, mais qui fonça droit dans l'endroit que Talia gardait le plus protégé. Il demanda d'où venaient les bleus sur son poignet. Talia se figea, le couteau suspendu en l'air. Elle voulait dire que c'était à cause du froid, d'une chute, de n'importe quoi qui n'ouvrirait pas la porte au passé. Mais les yeux de Vaughan n'étaient pas curieux de la manière dont un homme regarde quand il veut posséder. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait vu assez de violence pour reconnaître ses empreintes sur la peau de quelqu'un d'autre. Elle répondit platement que c'était vieux, que ça n'avait pas d'importance. Et Vaughan hocha la tête, n'insista pas, ne redemanda pas. Il dit seulement que dorénavant, personne n'allait plus la toucher de cette façon. Les mots atterrirent comme un serment glacial. Mais Talia ne s'autorisa pas à s'adoucir. Elle comprenait qu'un serment d'un homme comme Vaughan pouvait être une armure, et il pouvait aussi être une chaîne. Après le petit déjeuner, Juniper voulut emmener Goliath dans le jardin. Et Talia la suivit jusqu'au porche. Elle regardait son enfant rire un peu quand le chien secouait la tête et envoyait voler la neige. Et pour la première fois depuis des jours, Talia sentit sa poitrine s'alléger d'une fraction, seulement pour voir Vaughan derrière la vitre, ne sortant pas, comme s'il s'était interdit d'entrer dans la zone de sécurité de l'enfant. Talia se retourna, ouvrit la porte et dit que s'il voulait, il pouvait sortir, mais à une condition. Il ne pouvait pas faire croire à la fille que c'était son monde. Juniper ne faisait pas partie de son jeu de pouvoir, et Talia partirait immédiatement si son enfant était entraîné dans quoi que ce soit,
même une rumeur. Vaughan la regarda, son expression inchangée, mais quelque chose dans ses yeux s'assombrit. Pas de la colère, plutôt comme s'il avait été touché à un endroit qu'il croyait mort. Il dit qu'il comprenait. Puis il fit quelque chose qui surprit Talia. Il recula d'un seul pas, comme pour donner de l'espace, comme s'il acceptait que le droit de décider du rythme de la vie de cet enfant ne lui appartenait pas. Il sortit dans la cour, mais resta assez loin en retrait pour laisser Goliath approcher en premier, pour laisser Juniper choisir si elle s'approchait ou non. Et quand la petite fille osa seulement faire un signe de la main pour dire bonjour, Vaughan hocha seulement la tête en retour. Pas de sourire forcé, pas de tentative de charme, comme s'il respectait même la peur d'un enfant. Toute la journée passa dans de petites choses. Pierce apporta plus de paperasse. Ian changea les tours de garde. Talia lisait chaque ligne comme on lit un itinéraire de sortie. Et Vaughan restait principalement en marge. Pourtant, sa présence était toujours là. Dans la façon dont tout le monde baissait de la voix, dans la façon dont les portes se verrouillaient à l'heure prévue, dans la façon dont le monde extérieur était retenu derrière d'épaisses vitres. Talia réalisa que leur tension lente n'était pas née d'un flirt. Elle était née de la tension de deux personnes qui avaient survécu par le contrôle, apprenant à partager un espace où les limites devaient être respectées, où ils se détruiraient l'un l'autre. Et c'était la limite autour de Juniper qui déclenchait le plus Vaughan, le poussant à changer sa façon de protéger. Moins de commandements, moins de force, plus de respect. Comme si pour la première fois de sa vie, il comprenait qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas tenir avec la force, seulement avec la discipline et la retenue. Quelques jours plus tard, Vaughan quitta le Wyoming comme une ombre glissant sur la neige. Pas de bruit, pas de long adieu, seulement un bref appel avec Pierce dans le couloir et un véhicule sombre l'emmenant avant l'aube. Et même sans qu'il le dise à voix haute, Talia comprit que Chicago le rappelait par une corde. Une corde que seuls les gens qui vivaient à l'intérieur du pouvoir pouvaient sentir. Avant de partir, Vaughan regarda Talia une fois, son regard posant un ordre sans parole qu'elle devait rester là et survivre. Puis il se détourna, laissant la maison de luxe fonctionnant toujours sur la discipline, mais soudainement creuse d'une manière différente. Comme si l'air était plus léger, mais le risque était devenu plus tranchant. De retour à Chicago, Vaughan ne chassa pas Ardenvale avec des armes ou des menaces théâtrales. Il le chassa avec des choses plus sèches et plus impitoyables. Des listes de sociétés écrans, des circuits de paiement circulaires, des comptes ouverts brièvement puis fermés, des contrats d'expédition qui semblaient impropres mais portaient des traces floues sous des frais insignifiants. Il était assis dans un bureau vitré regardant la rue comme si c'était un échiquier. Il ordonna à ses gens de sortir chaque dossier d'audit interne, de comparer chaque chiffre, chaque date de transfert, chaque signature. Et partout où Arden avait touché, il y aurait un contour irrégulier, aussi petit soit-il. Vaughan coupa l'accès d'Arden à quelques systèmes d'abord, comme s'il testait la réaction. Puis il laissa Arden s'exposer par la façon dont il essayait de sauver ses flux d'argent privés. Et dans ce silence, un piège juridique commença à prendre forme. Pas pour tuer Arden tout de suite, mais pour le forcer à entrer dans la lumière où il n'y avait plus de place pour les mensonges. Pendant ce temps, dans le Wyoming, la guerre de Talia se déroulait dans des endroits que personne n'appelait un champ de bataille. Le téléphone vibrant à des heures où personne n'appelle. Des numéros inconnus raccrochant à la seconde où elle répondait. Une lettre scotchée sur la porte du refuge avec le mauvais nom mais la bonne adresse. Un avis de dette écrit d'une voix qui ressemblait à une menace. Et puis le vrai coup arriva dans une enveloppe anonyme postée à son ancienne adresse à Cody, mais transférée, prétendant qu'il y avait eu un signalement concernant une mère exposant son enfant à un environnement dangereux lié au crime, avec un rappel que les services de protection de l'enfance pourraient intervenir pour évaluer. Au moment où Talia lut cette ligne, ses mains devinrent glacées. Chaque peur de perdre Juniper, la peur qu'elle avait toujours enfouie le plus profondément, fut tirée à la surface comme une lame posée contre sa gorge. Juniper ne comprenait pas. La petite fille demandait seulement pourquoi sa mère était silencieuse si longtemps. Et Talia devait sourire, devait lisser ses cheveux, devait dire que tout allait bien, alors qu'intérieurement, elle hurlait. Pierce ne la laissa pas sombrer dans la panique. Il s'assit avec elle comme quelqu'un enseignant à une autre personne comment traverser un champ de mine en utilisant une procédure.
Et il dit que c'était une tactique courante. Bon marché, mais efficace. Parce qu'elle utilisait le système lui-même pour briser les pauvres. Et la seule façon de combattre cela était de tout documenter comme quelqu'un se préparant pour le tribunal dès aujourd'hui. Pierce lui tendit un carnet et un dossier. Il lui dit de sauvegarder chaque message, de faire des captures d'écran, d'écrire les dates et les heures, d'enregistrer le contenu, d'enregistrer les numéros de téléphone, ne pas effacer, ne pas répondre émotionnellement, répondre seulement par une phrase courte si elle le devait, pour qu'il y ait une trace. Et chaque appel menaçant devait être documenté légalement suivant ses instructions. Il l'avertit de ne rien poster en ligne. Pas de défoulement. Pas d'allusions vagues. Parce que les gens qui poussaient cela voulaient qu'elle perde le contrôle pour avoir une histoire sur une mer instable. Pierce dit clairement que si les signalements continuaient, ils devaient se préparer à une audience de garde. Pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce que quelqu'un voulait la traîner au tribunal pour vider son argent et sa force. Et Talia devait y entrer avec un dossier propre et des preuves assez épaisses pour tenir toute seule. Talia écouta chaque mot comme si elle avalait des pierres. Mais au lieu de s'effondrer, elle commença à faire ce qu'elle n'avait jamais cru pouvoir faire. Organiser les documents de Juniper, les visites médicales, les dossiers scolaires, les textos de dette, les menaces, les dettes. Apprendre à nommer les agences correctement. Apprendre à poser les bonnes questions. Apprendre à ne pas trembler quand elle parlait de ses droits. Et dans les rares moments où elle regardait Juniper dormir paisiblement à côté de Goliath, elle réalisait que cette guerre avait changé de forme. Vaughn chassait le traître avec des chiffres à Chicago, et elle apprenait à transformer sa propre vérité en bouclier juridique dans le Wyoming. Parce que s'ils essayaient de lui prendre Juniper avec de la sale paperasse, elle répondrait avec de la paperasse propre, page par page, jusqu'à ce que personne ne puisse plus appeler son amour dangereux. Avant même que les rumeurs et la sale paperasse ne puissent mettre Talia à terre, Brent Huxley surgit du passé de lui-même, comme une main sale revenant trouver une gorge à serrer. Son appel arriva par un après-midi de neige légère. Un numéro inconnu clignotait, et Talia faillit l'ignorer, mais l'instinct la fit répondre. Et la voix de l'homme glissa dans son oreille comme la vieille odeur de la violence, douce, fausse et froide, réelle, prononçant son nom de la façon dont on nomme quelque chose qu'on croit avoir possédé un jour. Brent dit qu'il savait où elle était, dit qu'il avait entendu qu'elle était mêlée à quelque chose de gros, dit que si elle était intelligente, elle lui remettrait Juniper pour un moment, parce qu'une mère liée à des criminels allait perdre son enfant rapidement. Les services sociaux viendraient le frapper et il serait le seul à pouvoir sauver la fille d'une vie d'errance. Talia entendit chaque mot et sentit son sang s'épaissir. Pas parce qu'elle croyait qu'il avait des droits, mais parce qu'elle savait que ce qu'il faisait le mieux était d'utiliser sa peur pour construire un monde où il était toujours l'échappatoire. Et pendant longtemps, elle l'avait cru. Mais cette fois, au lieu de s'effondrer, Talia baissa les yeux vers Juniper coloriant à la table. Regarda Goliath allongé tout contre les pieds de l'enfant, puis regarda le téléphone et s'entendit répondre avec un calme presque effrayant, lui disant qu'il n'avait plus le droit de la contacter ni la petite fille, et que tout ce qu'il dirait à partir de maintenant serait documenté. Brent eut un petit rire méprisant. Le son ressemblait à du métal raclant des dents, puis il lâcha une phrase qui glaça l'échine de Talia, disant qu'il n'avait pas besoin de droit, il avait seulement besoin d'une histoire. Il pouvait appeler pour signaler qu'elle avait emmené son enfant dans une maison de gang, qu'un homme dangereux était autour d'elle, que la fille était menacée, et le système ferait le reste parce que les pauvres perdaient toujours une fois traînés dans la procédure. Talia raccrocha, la main tremblante, mais elle n'était plus la femme qui savait seulement serrer son enfant et trembler dans le noir. Elle appela Pierce immédiatement, et sa voix ne suppliait pas. Elle rapportait, chaque détail clair, le numéro de téléphone, le contenu, les menaces, le nom de Brent. Quand Pierce demanda si elle avait des preuves d'abus passés, Talia se tut un instant et dit qu'elle en avait. Pas beaucoup, mais assez. De vieilles photos, des dossiers de clinique, quelques messages qui s'excusaient puis menaçaient à nouveau. Et plus que tout, elle avait sa propre mémoire. La chose dont elle avait eu honte autrefois, et maintenant elle la traitait comme une preuve. Pierce ne la laissa pas tourner en rond dans l'émotion. Il lui dit de suivre la procédure.
Et Talia le fit. Elle accepta d'installer des caméras comme il l'avait instruit, pas pour enregistrer Vaughan ou l'équipe de sécurité, mais pour documenter tout contact illégal. Elle plaça une petite caméra à la porte d'entrée, une autre pointée vers l'allée, une autre dans le salon où Juniper s'asseyait habituellement. Tout cela légal dans la propriété où il séjournait, et Pierce lui rappela de ne rien provoquer, seulement de laisser Brent s'exposer. 2 jours plus tard, comme un homme qui vivait de l'odeur de la peur, Brent se montra. Il ne conduisit pas directement au portail. Il rôda dans la zone comme s'il testait la réaction. Puis il s'arrêta plus bas sur la route, appela encore, sa voix glissant vers la supplication, disant que la fille lui manquait, disant qu'il voulait parler, disant qu'il pouvait donner de l'argent, et puis rebasculant vers la menace, prétendant qu'il avait des amis dans certains bureaux, des gens qui le croiraient lui plutôt qu'elle. Talia ne répondit pas. Elle laissa les caméras et les enregistrements faire leur travail. Pendant ce temps, Pierce préparait la pétition pour une ordonnance restrictive basée sur l'historique d'abus et les nouvelles menaces. Et quand Talia signa, elle sentit sa main trembler encore. Mais cette fois, elle tremblait de force, parce qu'elle mettait une limite sur papier que la loi reconnaîtrait. Ce qui fit basculer tout de l'effrayant au dramatique fut un petit détail que Pierce découvrit en croisant les données. Le numéro de Brent avait des appels entrants et sortants avec un numéro lié à une société écran d'expédition que Vaughan traquait. Et Brent n'était pas assez intelligent pour trouver une adresse ou construire une histoire qui visait les points faibles de Talia, aussi précisément sans que quelqu'un lui souffle les répliques. Pierce ne le dit pas à Vaughan tout de suite. Il dit seulement à Talia que Brent n'agissait pas seul. Quelqu'un l'appâtait et l'utilisait comme un haut-parleur pour lui mettre la pression. Et le seul nom qui correspondait à ce style de jeu était Calder. Talia sentit son estomac se serrer. Pas de surprise, mais de la vérité brutale que son passé avait été traîné dans cette guerre comme une arme. Pourtant, pour la première fois, elle ne laissa pas cela la briser. Elle le transforma en un pont pour prouver la coordination, le ciblage, l'intention. Et alors que l'ordonnance restrictive était déposée avec les enregistrements, les images de caméra et le journal daté, Talia comprit qu'elle faisait la chose la plus difficile qu'une personne contrôlée puisse faire. Elle se tenait devant le système et disait « Voici les preuves. Je ne demande pas de pitié. Je demande à la loi de protéger mon enfant. » Et si Brent était la main sale de Calder, alors elle couperait cette main avec de la paperasse propre avant qu'elle ne s'approche assez pour toucher Juniper. Quand l'ordonnance restrictive contre Brent fut déposée, Talia pensa qu'elle avait regagné un peu d'air pour respirer. Mais à l'autre bout du pays, Chicago se resserrait comme un piège de fer. Et Vaughan était celui qui tirait le fil. Il ne frappa pas du poing sur la table, ne tira pas de coupe de semonce. Il verrouilla froidement chaque porte qu'Arden avait franchie autrefois, coupa l'accès petit à petit, changea les signatures, détourna les chemins et laissa un appât assez tentant pour que le traître doive sortir de l'ombre de lui-même. Arden ne pouvait pas supporter d'avoir ses flux d'argent privés bloqués. Il commença à tendre la main plus urgemment, rouvrant des comptes qu'il croyait endormis, essayant de déplacer une somme à travers une vieille société écran. Et l'urgence l'exposa comme un poisson tiré à la surface par sa propre faim. Vaughan était assis au-dessus de grands livres comparatifs et voyait le chemin de l'argent comme on voit des empreintes dans la neige. Et quand Pierce lui envoya le lien entre les appels de Brent et un contact d'expédition suspect, Vaughan n'eut pas besoin d'une autre théorie. Il savait qu'Arden n'avait pas seulement vendu l'emploi du temps à Calder. Il utilisait aussi des gens de bas niveau comme Brent pour frapper au point faible de Talia, utilisant le système et la rumeur pour écraser une mère sans jamais lever la main sur elle. Calder ne restait pas immobile non plus. Il poussait des media cells dans le Wyoming d'une manière assez habile pour que tout le monde suppose que c'était local. Quelques posts anonymes dans des groupes communautaires parlant d'une femme amenant son enfant dans la maison d'un homme dangereux. Quelques appels de dénonciation vagues. Quelques chuchotements sur une équipe de Chicago. Et le shérif du comté commença à être tiré vers la mauvaise ligne d'enquête où Talia était cadrée comme une suspecte potentielle au lieu d'une victime involontaire. Pierce rapporta des signes que le shérif subissait des pressions pour interroger à nouveau, pour vérifier, pour construire un dossier. Et il ne faudrait qu'une petite erreur, une photo volée, une déclaration découpée, pour pousser Talia dans une spirale où elle pourrait perdre la garde.
Vaughan fit face à un choix que les hommes comme lui faisaient habituellement rapidement. Effacer le risque. Couper la queue. Laisser Talia disparaître de l'échiquier avec un paiement et un avertissement. Ou la protéger comme un engagement. Une décision qui porterait d'un coup, un risque et une fissure dans sa philosophie de contrôle. Pendant un moment, Talia n'était pas à Chicago du tout, mais elle était toujours dans l'esprit de Vaughn comme l'image de ses mains creusant la neige. La phrase qu'elle avait prononcée, qu'elle ne demandait pas d'argent, qu'elle demandait la loi. Et la façon dont elle gardait Juniper derrière elle comme si elle gardait un morceau de sa propre âme. Vaughan choisit le chemin le plus difficile, pas parce qu'il était devenu un homme bon, mais parce qu'il réalisa que s'il laissait Calder utiliser une pauvre mère comme otage à travers le système, tôt ou tard la même corde serait utilisée pour le lier lui aussi. Il ordonna à Pierce d'ouvrir une contre-attaque par la loi et la structure, commençant à nettoyer les racines sales à l'intérieur de son propre empire, coupant les contrats d'expédition avec une haute exposition légale, fermant les sociétés écrans qui n'étaient plus nécessaires, consolidant les segments qui pouvaient être audités indépendamment, déplaçant les flux de trésorerie vers des canaux avec une documentation plus légitime, et exigeant que tout ce qui opérait encore porte des papiers d'assurance, de conformité et des registres traçables. Ainsi, quand l'examen viendrait, il pourrait répondre avec une vérité préparée. Pas avec des armes. Les gens sous ses ordres réagirent, certains en colère parce que les profits chuteraient, certains paniqués parce que leur monde survivait sur des zones grises. Mais Vaughan ne négocia pas. Il dit que la violence de surface ne faisait qu'attirer l'odorat du nez fédéral. Et la vraie violence était de savoir quand retirer la corde des mains de l'ennemi, ne leur laissant rien pour vous tirer. En même temps, il resserra Arden avec un piège de paperasse, le laissant se signer lui-même dans l'illégalité, le laissant se révéler à travers des emails et des transferts que Vaughan attendait. Et quand Arden fut acculé dans un coin, Vaughan ne le tua pas sur le champ. Il le garda en vie pour arracher tout le réseau. Parce que Vaughan comprenait que Calder ne voulait pas seulement le voir mort. Calder voulait qu'il réagisse stupidement pour que tout le système s'effondre. Dans le Wyoming, Pierce dit à Talia que Vaughan choisissait de gérer cela par la loi d'abord, qu'il ne laisserait pas le shérif du comté la transformer en une ombre dans un dossier. Et Talia l'entendit avec un mélange de haine et de douleur parce qu'elle ne voulait pas être sauvée par un baron de la pègre. Mais elle comprenait aussi que la décision de Vaughan changeait la forme de la guerre. Il ne s'agissait plus de tirer dans les bois. Il s'agissait de qui contrôlait l'histoire sur papier, qui restait debout quand le système était transformé en arme, et quelque part entre les contrats coupés, les racines folies fermées et les rumeurs étouffées par des preuves, Vaughan avait choisi une sorte de protection qui ne transformait pas Talia en un risque à effacer, mais en un engagement qui le forçait à changer sa façon d'exister. Moins de violence, plus de structure, pour réduire la frappe de la vengeance avant qu'elle ne puisse atteindre une enfant dormant paisiblement à côté d'un chien de garde. Le blizzard revint une nuit où Talia pensait que tout avait enfin commencé à se structurer, comme si le Wyoming refusait de laisser quiconque croire qu'il pouvait contrôler la nature ou le destin. Le vent martelait les épaisses fenêtres du refuge. La neige enveloppait la forêt de pins dans des bandes blanches aveuglantes qui transformaient les caméras extérieures en statique vacillante. Et à l'intérieur de cette statique, Calder Rusk choisit son moment pour transformer la peur en rituel. Talia relisait le dossier que Pierce avait préparé en cas d'audience de garde. Son esprit parcourait des réponses courtes, propres et procédurales. Pendant ce temps, Juniper s'était mise en pyjama et était assise sur le tapis avec sa peluche pressée contre Goliath. Le chien à moitié endormi, à moitié alerte. Respiration lourde, oreilles tressaillantes de temps en temps au vent, puis tout bascula en un seul battement. Le système électrique vacilla comme la main de quelqu'un se refermant sur une gorge. Les lumières moururent. Le chauffage se tut. Et à l'instant où l'obscurité tomba, Talia entendit du verre être touché quelque part. Pas le fracas bruyant d'un amateur, mais le son silencieux de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Goliath bondit avec un grondement si profond que le sol sembla trembler. Juniper sursauta, les yeux écarquillés. Talia tira son enfant dans ses bras. Elle chercha son téléphone, mais le signal bégaya. Et avant qu'elle ne puisse appeler, la porte arrière s'ouvrit avec un mouvement trop rapide, trop précis pour être un accident. L'air froid et une odeur métallique s'engouffrèrent.
Des ombres glissèrent à l'intérieur comme les propres fantômes de la tempête. Une voix d'homme chuchota son nom. Pas pour demander, mais pour prouver qu'il savait qui elle était. Et un tissu fonça vers sa bouche. Talia pivota, utilisa son épaule pour protéger Juniper. Mais une autre main avait déjà saisi la petite fille. Juniper réussit un petit moment avant d'être arraché des bras de Talia, et ce son fissura le contrôle de Talia une fraction de seconde. Juste assez longtemps pour que le bâillon se serre et l'étouffe. Elle se battit comme un animal acculé dans un piège. Mais l'homme ne la frappa pas pour l'assommer. Il resserra seulement sa prise au point exact qui lui fit comprendre que toute résistance serait payée par les pleurs de son enfant. Et Talia se força à s'arrêter, se força à respirer par le nez, força ses yeux à trouver Juniper dans le noir. Juniper était tenue serrée contre la poitrine de quelqu'un dans un manteau épais. Tremblante mais ne criant pas parce que Goliath s'élança. Griffes raclant le bois, dents flashant blanc dans l'obscurité. Et dans la seconde suivante, un sifflement aigu coupa l'air comme un ordre. Un spray étrange frappa l'air, et Goliath recula brusquement, éternua fort, battit en retraite, pas par peur, mais parce que l'odeur lui brûlait le nez comme du feu. Et les ravisseurs utilisèrent en cet instant pour traîner Talia et Juniper dehors. Le blizzard les avala au moment où la porte s'ouvrit. Le vent giflait les visages. La neige fouettait les yeux. La capuche de Talia fut tirée sur sa tête. Ses mains liées, son corps poussé dans un véhicule. Juniper fut placée à côté d'elle, toujours consciente, respirant vite, et Talia se pencha tout de suite près d'elle, protégea son enfant avec son épaule, chuchota de la plus petite voix qu'elle ne devait pas avoir peur, qu'elle devait regarder sa mère, qu'elle devait seulement respirer avec sa mère, que Goliath les trouverait, que maman le promettait. Le véhicule déchira la blancheur, autour de virages que Talia ne pouvait pas voir mais sentait dans la traction du mouvement. Et elle se força à tout mémoriser à travers les sens qu'elle avait encore. Les pneus broyant la glace, la puanteur de l'essence, un éclat de radio grésillant, le rythme du levier de vitesse et une phrase échangée entre les hommes qui roulaient avec eux qui fit sombrer son cœur. On les emmène dans les bois pour que le roi de Chicago vienne s'agenouiller lui-même. Talia comprit immédiatement que ce n'était pas seulement un enlèvement. C'était un appât. Calder n'avait pas besoin de la tuer tout de suite. Il avait besoin d'elle vivante assez longtemps pour ramener Vaughn à l'endroit où il avait été enterré, pour transformer cette quasi-mort en un cercle, pour rejouer le pouvoir comme une cérémonie, comme si le blizzard était une église et la peur le veut. Quand le véhicule s'arrêta, Talia fut traînée dehors dans la neige jusqu'aux chevilles. Le vent hurlait à travers les troncs d'arbres. Le souffle humide et froid de la forêt inondait ses poumons. Et même avec une partie de sa vision bloquée, elle reconnut le vide familier de Shoshone, où la lumière n'atteignait pas, où les voix disparaissaient, où chaque trace pouvait être effacée par la neige comme si elle n'avait jamais existé. Elle fut poussée dans une poche ouverte entre les arbres, forcée à genoux, tandis que Juniper était tenue debout à côté d'elle. Un autre homme s'accroupit et chuchota à l'oreille de Talia que si Vaughn ne venait pas, elle serait enterrée avec la neige comme un point final propre. Et Talia sentit Juniper trembler à ses côtés, sentit la panique de l'enfant comme de l'électricité courant le long de sa colonne vertébrale. Mais elle ne s'autorisa pas à s'effondrer. Elle leva le visage, essaya de voir à travers la neige, essaya de trouver une ouverture, une erreur, un moment d'inattention. Ailleurs dans la forêt, Goliath ne disparut pas comme il le supposait. Le chien secoua le spray, fonça dans la tempête, truffe dans la neige, reniflant, creusant, puis courant. Son corps lourd coupant à travers le blanc comme un chasse-neige vivant, suivant l'odeur de Juniper et l'odeur du tissu sur Talia. Pas de commande, pas de lumière, seulement l'instinct protecteur. Et à Chicago, quand le message crypté atteignit Pierce avec des coordonnées envoyées par un canal interétatique, Vaughn ne brisa rien. Il devint seulement silencieux. Ses yeux s'assombrirent. Puis il donna des ordres comme un homme ramenant la guerre dans ses propres règles. Ne pas se précipiter dans le piège par rage, mais construire un plan pour transformer cet enlèvement en quelque chose qui pourrait déclencher une implication fédérale, rassembler des preuves de crimes interétatiques, préserver les enregistrements de communication, tracer le véhicule grâce aux caméras de circulation. Ainsi, pendant que Calder mettait en scène un rituel de pouvoir dans les bois,
Vaughn mettrait en scène un piège plus grand avec de la paperasse, des données et des filets juridiques assez serrés pour que cette fois, l'homme qui aimait d'enterrer les gens dans la neige soit enterré sous ses propres preuves. Dans la forêt de Shoshone, le blizzard déformait tout en un cauchemar au ralenti. Talia était agenouillée sur la neige épaisse, les mains liées dans le dos. Ses épaules lui faisaient mal à cause du froid et d'avoir été traînée, tandis que Juniper se tenait tout près d'elle, tenu par quelqu'un dans un manteau lourd. L'enfant essayait de ne pas se crier, mais son souffle tremblait par petites rafales saccadées. Et chaque fois que le vent frappait plus fort, Talia se penchait pour la protéger par instinct, même si ses mains ne pouvaient pas l'atteindre. Calder Rusk apparut comme s'il était sorti tout droit de la tempête elle-même. Grand, manteau sombre, capuche coupant la moitié de son visage. Pourtant, sa voix était claire et sans hâte. Il dit que c'était l'endroit où Vaughn avait appris que le pouvoir ne pouvait protéger personne quand il n'y avait plus d'air. Et aujourd'hui, il voulait que Vaughn s'agenouille au même endroit pour qu'il puisse le comprendre une seconde fois. Talia ne vit pas Vaughn tout de suite, et ce retard l'effraya plus que tout parce qu'elle savait que Vaughn ne se précipiterait pas dans un piège suicidaire juste pour prouver qu'il aimait quelqu'un ou prouver qu'il était fort. Il avait parlé de chemin propre, de structure, de ne pas laisser l'ennemi choisir les règles. Quand le bruit d'un moteur s'éleva au loin, il ne rugit pas. Il arriva comme une ligne froide et droite, coupant à travers la neige, puis se tut. Et quelques hommes de Vaughn apparurent à la lisière, ne s'approchant pas, gardant la distance comme des points d'ancrage. Vaughn sortit en dernier, pas habillé pour impressionner, ne portant pas l'air d'un patron entrant dans une réunion. Il entra dans la forêt comme un homme qui avait été sous terre ici et n'avait aucune intention de répéter l'expérience. Son regard balaya rapidement, localisant Juniper en premier, puis s'arrêtant sur Talia. Et à cet instant, Talia vit sa mâchoire se serrer. Mais il ne laissa pas l'émotion diriger ses pieds. Vaughn parla à Calder avec un calme qui était presque cruel. Il demanda ce qu'il voulait. Calder rit et dit qu'il voulait que Vaughn admette que la route d'expédition lui appartenait, que Vaughn reculerait, que Vaughn signerait un accord de transfert en échange de la vie de la mère et de l'enfant. Et puis il ajouta une phrase qui figea Talia, disant qu'il voulait aussi savoir comment Vaughn avait survécu, qui l'avait tiré vers le haut, qui l'avait gardé en vie, parce qu'il avait besoin que chaque témoin soit effacé pour que cette histoire de pouvoir puisse être fermée comme une coupure nette. Vaughn ne se précipita pas pour argumenter. Il demanda à Calder qui, à l'intérieur de son organisation, avait été contacté, quel nom avait vendu l'emploi du thé. Et quand Calder dit Ardenvale comme si c'était une vantardise, Talia vit que Vaughn n'avait pas l'air surpris, seulement comme s'il venait de placer un point de plus sur une carte qu'il avait déjà dessinée. Calder continua de parler avec confiance du pipeline, des cargaisons passant par les routes fédérales, de comment il achetait des informations à des gens qui avaient l'air propre. Et cette confiance était exactement ce que Vaughn voulait. Vaughn le poussa à en dire plus, le poussa à mentionner où les preuves étaient gardées, le poussa à mentionner les appels, les transferts, les intermédiaires. Comme si Vaughn menait un interrogatoire au milieu des bois. Et Calder ne réalisait pas que chaque phrase se transformait en nœud coulant. L'un des hommes de Vaughn tenait un téléphone en train d'enregistrer, un petit appareil tournant déjà dans une poche, et Vaughn attira la conversation plus loin, restant si calme que Calder commença à penser que Vaughn avait peur. Vaughn dit que si Calder voulait la route, il devait prouver qu'il était assez gros pour la tenir sans attirer la chaleur fédérale sur eux deux. Et Calder rit et dit que le gouvernement fédéral n'était qu'un fantôme, et qu'il avait acheté les fantômes aussi. Talia écouta et comprit que Vaughn n'était pas venu seulement pour les sauver. Il était venu pour transformer Calder en sa propre confession. Ainsi, quand la tempête se dissiperait, ce qui resterait ne serait pas le témoignage d'une pauvre mère, mais des preuves interétatiques assez lourdes pour verrouiller les portes d'un autre empire. Mais Calder n'était pas naïf. Il portait une sorte de malfière. Et au moment où Vaughn fit un pas de plus, comme s'il acceptait des termes, Calder fit un petit signe, une main gantée gardée basse, et le coup de feu ne vint pas de face, mais d'un angle caché entre les arbres. Le coup final d'un homme qui gardait toujours une carte sale pour finir le jeu. Talia réussit seulement à crier le nom de Juniper. Le ravisseur tira l'enfant brutalement. Et dans cet instant de chaos, Vaughn s'élança,
Pas pour tuer Calder, mais pour faire bouclier, son corps se transformant en barrière entre la ligne de tir et L2. Et le projectile le frappa avec un impact sourd et lourd qui le fit sursauter comme si le vent lui-même l'avait cassé. Goliath surgit de nulle part comme le tonnerre. Le chien fonça dans l'espace entre les arbres. Son poids massif plaqua un tireur au sol. Dents flashant blanc. Un grondement vibrant à travers la neige, créant quelques secondes vitales pour que les hommes de Vaughn libèrent Juniper, pour que les liens de Talia soient coupés, et pour que Vaughn reste debout un battement de plus avant que ses genoux ne touchent à la neige. Le blizzard avala les cris et les pas, les ombres entrant en collision et le blanc total. Mais Talia ne voyait que Vaughn. Le sang s'étalait à travers le tissu sombre, rouge profond contre la neige comme une vérité qui ne pouvait être niée. Elle tomba à genoux à côté de lui, ses mains tremblantes touchant son visage. Il était plus froid que la nuit où elle l'avait déterré, mais ses yeux étaient encore ouverts, encore clairs, encore fixés sur elle comme s'il avait besoin d'être sûr qu'elle et Juniper étaient vivantes. Talia s'enroula autour de lui, ne pensant plus à partir, ne pensant plus aux sorties propres ou à la paperasse, seulement à la sensation brute d'un homme s'effondrant dans la forêt pour la protéger, elle et son enfant. Et dans le bruit du vent, elle réalisa qu'elle avait franchi la limite qu'elle s'était battue pour garder. Elle ne pouvait plus rester en dehors de la vie de Vaughn, parce qu'à partir du moment où il avait utilisé son propre corps pour prendre la balle, leur vie avait été liée par une corde, à la fois brutale et impossible à couper. L'hôpital de Cody était d'un blanc aveuglant à nouveau, tout comme la première fois. Mais maintenant, Talia entrait avec le sang de Vaughn encore étalé sur sa manche et de l'eau de fonte dégoulinant de son pantalon comme une preuve que personne ne pouvait nier. Juniper était assise recroquevillée sur une chaise de la salle d'attente, serrant sa peluche. Goliath pressé contre les pieds de l'enfant avec ses yeux fixés sur les portes des urgences. Et Talia se tenait là à regarder le brancard voler dans le couloir, entendant les médecins crier des noms de médicaments, entendant les chaussures claquer sur le sol et le bip urgent du moniteur cardiaque. Et elle réalisa qu'elle tremblait. Pas de froid, mais du fait qu'elle avait ramené un homme du bord de la vie et de la mort une seconde fois. Vaughn fut précipité directement en chirurgie. Les portes claquèrent, et le temps se transforma en quelque chose qu'on ne pouvait plus mesurer. Seulement des minutes s'étirant comme une corde se resserrant autour d'une gorge. Talia ne pouvait pas s'asseoir, ne pouvait pas rester debout, son regard collé à la petite fenêtre de la porte, comme si regarder assez fort pouvait empêcher son rythme cardiaque de chuter. Pierce arriva après, son visage toujours contrôlé, mais ses yeux tirés comme un fil de fer. Et il demanda si Talia et Juniper étaient blessés avant de demander quoi que ce soit d'autre. Et dans ce rare moment, Talia vit qu'il n'était pas seulement un avocat. Il était la personne tenant toute la structure debout pour qu'elle ne s'effondre pas. Une infirmière courut dehors et dit que Vaughn avait perdu beaucoup de sang. Ils avaient retiré la balle. Mais son cœur était entré dans un rythme irrégulier et ils essayaient de le stabiliser. Et juste à ce moment-là, une alarme hurla depuis plus loin dans la zone d'opération. Un son tranchant et dur qui fit bondir Talia sur ses pieds, ses mains broyant la rampe jusqu'à ce que ça fasse mal, tandis que Pierce posait une main sur son épaule comme s'il l'empêchait de se jeter contre la porte. Le cœur de Vaughn s'arrêta une seule fois. Mais ce seul moment fit tomber le monde entier de Talia dans un trou profond. Elle entendit quelqu'un appeler un code, entendit compter, entendit le claquement d'un choc, et pendant quelques secondes, elle crut qu'elle verrait une main s'élever à travers la neige à nouveau. Mais cette fois, il n'y aurait pas de terre à creuser, pas de vent à combattre, seulement une porte indifférente. Puis le bip revint, lent et lourd mais présent, une fine ligne de survie tirée du bord du gouffre, et Talia s'effondra sur une chaise, ne criant pas à voix haute, expirant seulement comme quelqu'un qui avait réussi à rendre un morceau d'âme qu'elle n'avait pas compris qu'elle gardait en dépôt. Au-delà de la bataille pour la vie d'un homme, une autre bataille se jouait déjà à travers la paperasse et les données. Parce que les appels, les coordonnées, les enregistrements, les caméras de circulation et la piste de mouvement interétatique que Vaughn et Pierce avaient préparée signifiaient que l'affaire n'était plus locale. Elle s'élevait au niveau fédéral de la manière exacte dont Calder s'était toujours moqué. Et cette fois, la lumière fédérale ne bascula pas vers Talia comme suspecte.
Elle visa directement l'enlèvement et l'opération d'expédition de Calder. Personne ne dit à Talia chaque détail, mais elle vit des officiels inconnus en tenue gouvernementale apparaître, vit le ton du shérif local changer, vit les questions cesser de sonner comme des accusations et commencer à sonner comme une collecte. Et elle comprit que l'équilibre avait changé une fois que les preuves étaient devenues assez lourdes pour tirer un crime interétatique de sous la couverture de neige de la rumeur. Calder fut arrêté non pas à cause d'une histoire émotionnelle, mais parce qu'il était entré dans un piège de preuves de sa propre fabrication. Parce que les mots qu'il avait prononcés dans la forêt devinrent une corde. Parce que l'itinéraire de son véhicule fut recousu grâce aux données. Et parce qu'enlever une mère et un enfant à travers les frontières de l'État était le genre de choses que le système ne pouvait pas ignorer. Ardenvale fut retiré de l'échiquier de la façon dont Vaughn l'avait fait. Vaughn l'avait prévu. Pas avec un coup de feu dans une ruelle sombre, mais avec l'effondrement du réseau dont Arden dépendait. Compte gelé, transactions scrutées, alliés se détournant. Et à la fin, il devint un maillon brisé ouvert pour traîner le reste de la chaîne derrière lui. Pendant ce temps, Pierce ne laissa pas Talia être emportée dans le chaos. Il compléta le dossier de protection et le dossier de garde. De la façon dont un homme scelle une porte avant que le vent ne puisse forcer le passage. Il soumit des preuves supplémentaires de menaces anonymes. De la connexion entre Brent et le contact d'expédition. Du fait que Talia était une victime délibérément ciblée. Et il travailla à travers la procédure appropriée pour que toute tentative de la salir soit bloquée au départ. Quand une assistante sociale appela pour vérifier selon le protocole standard, Pierce avait déjà des réponses prêtes. De la paperasse prête. L'historique médical et scolaire de Juniper prêt. Tout préparé pour que l'histoire ne puisse pas être réécrite par quelqu'un avec de l'argent et des manigances. Talia regarda les dossiers épais, regarda sa propre signature sur page après page, et elle réalisa quelque chose qu'elle n'avait jamais cru auparavant. La loi n'était pas toujours du côté des pauvres, mais elle pouvait devenir une armure si elle était assez têtue pour ne pas abandonner et assez prudente pour garder des preuves. Et c'était cet entêtement, pas la violence dans la forêt, qui garda Juniper dans ses bras où personne ne pouvait l'enlever avec un seul rapport sale. L'hiver dans le Wyoming recula lentement, comme un animal blessé qui ne disparaît pas du jour au lendemain, mais s'estompait un peu plus avec chaque fine traînée de soleil sur la neige. Et la vie de Talia ne se transforma pas en conte de fées juste parce que Calder était arrêté ou parce que Vaughn avait survécu. Elle commença à ressembler à une maison reconstruite avec discipline, avec des horaires à l'heure, avec de petites habitudes répétées jusqu'à ce que la peur ne contrôle plus chaque respiration. Vaughn récupéra de la façon dont un homme habitué à la douleur récupère. Il ne transforma pas la chambre d'hôpital en scène de théâtre. Et il n'utilisa pas une bague ou une grande promesse pour rassurer Talia. Au lieu de cela, quand le médecin l'autorisa enfin à s'asseoir plus longtemps, il appela Pierce et posa une fine pile de papier devant Talia qui semblait encore lourde. À l'intérieur se trouvait un document qui déclarait clairement son droit de partir à tout moment. Pas de conditions, pas de menaces, pas de marchandage, et à côté, un compte au nom de Talia pour qu'elle puisse le gérer elle-même. Un plan professionnel légal qu'elle pouvait choisir à son propre rythme, de la certification de sécurité au travail aux compétences de service et de gestion. Plus un chemin vers un emploi propre pour qu'elle n'ait jamais à retourner à cette table de cuisine déformée dans la vieille caravane à compter des billets froissés dans la peur. Vaughn dit brièvement qu'il ne voulait pas qu'elle reste à cause de la dette ou de la peur, ou parce qu'elle avait été placée dans une cage dorée. Il voulait qu'elle reste seulement si elle ressentait la paix dans sa propre décision. Et cette phrase fit piquer les yeux de Talia et serra sa gorge. Parce que toute sa vie, les gens lui avaient rarement remis la liberté sur papier au lieu de la nourrir de promesses. Juniper retourna lentement au rythme d'être une enfant. Elle apprit à dormir toute la nuit à nouveau. Elle apprit à rire sans tressaillir au vent, et chaque matin, elle attachait ses cheveux dans le miroir et allait à l'école dans un manteau chaud. Avec Goliath la suivant jusqu'à la porte, puis s'allongeant pour monter la garde comme une serrure vivante. Pendant ce temps, Talia se tenait dans la cuisine à préparer le petit déjeuner. Regardant sa fille sortir et réalisant que la chose la plus précieuse n'était pas une grande maison ou une foule de protection, c'était le sentiment que son enfant grandissait quelque part avec de l'amour et avec des limites.
Vogue n'essaya pas de gagner Juniper avec des cadeaux ou du spectacle. Il se montrait simplement au bon moment, gardait sa voix basse, gardait assez de distance pour qu'elle ne se sente pas effrayée. Et quand Juniper lui tendit enfin un dessin brouillon d'un énorme chien et d'une mère se tenant sous la neige, Vaughn tint le papier longtemps, comme s'il apprenait à valoriser quelque chose qui ne pouvait pas s'acheter. Talia l'observa dans ses jours ordinaires et comprit que l'amour, s'il existait, n'était pas une tempête d'émotions. C'était la façon dont un homme qui avait vécu par le contrôle commençait à respecter les limites, commençait à lui donner un vrai choix, commençait à aimer par une présence constante au lieu du pouvoir. Elle choisit de rester non pour l'argent, non parce qu'elle avait peur de perdre une bouée de sauvetage, mais parce que pour la première fois, elle voyait que la sécurité n'était pas quelqu'un la protégeant pour toujours. La sécurité, c'était se tenir sur ses propres pieds, dans un monde avec la loi, avec des preuves, avec la vérité. Et à ses côtés, un homme prêt à changer pour ne pas endommager l'innocence d'une enfant. La leçon de cette histoire peut être simple et pourtant brutalement difficile. Le courage n'est pas toujours de grands gestes. Parfois, c'est une mère restant calme dans un blizzard, disant non au passé, apprenant à utiliser la loi comme armure, et choisissant un amour construit sur la discipline et le respect au lieu d'une belle promesse qui est vide. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer et de partager pour nous soutenir et pour écouter d'autres vidéos captivantes chaque jour. Que ressentez-vous à propos du voyage de Talia et Vaughn? Et pouvez-vous relier quelque chose de cela à votre vie réelle? Laissez un commentaire pour que nous puissions entendre ce qu'il y a dans votre cœur. Salut et à bientôt dans la prochaine vidéo.